Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Rona Mwankonde et Jessica Paul Toutoum. Au sommaire, sujet Sunset, l'Afrique qui gagne, suivi de Lifestyle, l'Afrique autrement proposé par Rona Mwankonde, et Jazz People proposé par Jessica Paul Toutoum. Enfin, votre Music Quiz Sunset, c'est maintenant. Bonsoir les filles. Bonsoir Roger. Eh oui, tu es en joie toi aujourd'hui. Hein, c'est vendredi. Ah oui, c'est vrai, c'est vendredi. Eh ben, vous êtes toutes belles les filles, c'est bien. Merci. Écoutez les filles, tout à l'heure, donc la QG, eh oui, nous allons recevoir Monsieur James Ola. Monsieur James Ola, fondateur, directeur associé de IADL, Institut africain de développement et du leadership. IADL est un cabinet de ressources humaines spécialisé dans la formation, le conseil, notamment la gestion des ressources humaines, la gestion des projets de développement, bien entendu, et bien d'autres choses. Nous parlerons avec Monsieur Ola de son cabinet et des différentes activités inhérentes donc à ce cabinet, mais aussi des 10 ans du cabinet. Et oui, cela fait déjà 10 ans que IADL existe. Donc, nous pouvons donc applaudir Monsieur Ola. Merci Monsieur Ola d'être parmi nous. Merci d'avoir choisi la plateforme donc de Sunset. Nous allons continuer, les filles. Effectivement, juste une chose, vous avez prévu quelque chose ce week-end? C'est vendredi, c'est récurrent comme question. J'aime bien savoir. Qu'est-ce que vous avez prévu? Ne me dites pas que vous allez rester à la maison. Je ne le croirais pas. Attends, franchement. Attendez, vous ne faites rien. Il n'y a pas d'événement, Jazz People, il n'y a rien. Non, je reste chez moi tranquille à Ah bon? écouter du Nov. Ah ouais, d'accord. Mais sachez que, me semble-t-il, demain, au Spa Yacine, il y a un événement. Nespresso, un grand moment. Voilà, donc il y a une exposition parce qu'il y a une boutique Nespresso qui devrait voir le jour au mois d'avril, me semble-t-il. Donc voilà. Donc ce serait bien, en tout cas, si vous n'avez rien à faire, d'y faire un tour. Mais en tout cas, les caméras de Canal 7 y seront. Eh oui. Donc voilà. Alors, nous allons passer donc à l'image Sunset et on revient tout de suite après. Alors l'image que nous voyons, c'est le président tanzanien John Magufuli. Eh oui, le citizen président, oui, le président citoyen comme on l'aime à l'appeler. Eh oui, il a fait quelque chose d'assez exceptionnel, ma chère Rona. Le jour de l'indépendance, il a décrété non, pas de festivités. En revanche, nous allons retrousser les manches. Et pour montrer l'exemple, effectivement, on le voit, le président montre l'exemple. Ma chère Rona, pourquoi ? Eh bien, pour votre information, sachez déjà que M. John Magufuli est le 5e président, il est le nouveau président de Tanzanie. Il a été élu il y a de cela un mois seulement, tout juste un mois. Et en tant que 5e président, il vient de succéder à M. Jakaya Kikwete. Est-ce que, M. Ola, est-ce que vous pensez comme moi que l'Afrique est en manque de modèles pour s'emballer autant sur la toile? Parce qu'il faut dire qu'au moment où l'on parle, cette image compte plus ou moins 28 000 commentaires pour 19 705 partages sur le web. Qu'en pensez-vous, M. Ola? C'est la preuve, je pense, que les Africains ont besoin de modèles. Et dès qu'ils en ont un, ils se ruent tous derrière lui. C'est probablement un bon leader parce qu'il dirige par l'exemple, en faisant. D'accord. Donc l'acte qu'il a posé est vraiment symbolique et source d'inspiration, juste pour éviter des dépenses inutiles et pour des cérémonies infructueuses. Surtout qu'à l'heure actuelle, la Tanzanie est frappée par la maladie, le choléra. Donc voilà. Donc Monsieur le Président tanzanien, en tout cas, coup de communication ou pas, je dois dire que le président tanzanien vient par ce geste de gagner le cœur de la communauté africaine. Exactement. Et il faut dire que le fait qu'il n'ait pas fait de festivités, justement le jour de l'indépendance, c'est déjà un fait marquant, c'est un véritable symbole. À côté de ça, il a permis au pays d'économiser, je cite, 1 851 millions de dollars. 1 851 000 $. C'est pas rien. C'est pas rien. Et comme tu le disais, effectivement, la Tanzanie est frappée par le choléra. Il faut rappeler tout de même, c'est une maladie qui est effectivement toxi-infection entérique, je cite, épidémique, contagieuse, strictement limitée à l'espèce humaine. On peut applaudir
ce Citizen President, effectivement. Espérons qu'il garde le cap du bon exemple. Oui, que ça suscite effectivement des vocations, on va dire. Hein. On en a besoin. Voilà, il l'a fait, donc je pense que beaucoup d'autres pourraient effectivement le faire. Je pense que ça a suscité des vocations véritablement. Oui. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Elle est contente aujourd'hui. Hein. Alors, effectivement, nous allons passer à l'Afrique qui gagne. Comme je vous le disais tantôt, l'Afrique qui gagne. Nous recevons, aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir M. James Olah, fondateur et directeur associé de IADL, Institut africain de développement du leadership. On revient tout de suite après ça. Dix ans d'existence sur le paysage RH au Gabon et au Mali, cela se fête. Pour leur anniversaire, la direction et l'ensemble du personnel de l'Institut africain de développement du leadership ont soufflé, entourés de leurs clients et partenaires à la Chambre de commerce de Libreville, leurs 10 ans de présence et d'action. En fait, IADL nous a été recommandé par quelqu'un et nous avons donc essayé, nous avons demandé un peu les tarifs et nous avons comparé avec d'autres sociétés de recrutement sur la place. Et nous avons donc vu que IADL était attractif en termes de prix. Et nous avons donc décidé de leur confier certains recrutements. Et avec le temps, nous avons vu qu'ils sont très proactifs, ils sont professionnels, à l'écoute du client et vraiment réactifs. Donc nous avons pu recruter 2 personnes à travers eux. Nous avons eu donc actuellement travaillé avec ces 2 personnes, mais ça fait à peine 1 an. Hein. Et nous souhaitons toujours continuer de travailler avec eux. Avec IADL, à chacun sa relation, son histoire. Je dirais qu'IADL, c'est un cabinet que j'ai découvert en 2008, je suis rentré de France. Et c'est par IADL que j'ai été recruté dans la plupart des sociétés où j'ai travaillé au Gabon. Et je trouve quand même que c'est un cabinet de référence en matière de recrutement, en matière de professionnel recrutement, les tests psychotechniques et les entretiens préalables, la sélection des dossiers. Je trouve qu'ils sont assez rigoureux. Et par les témoignages que j'ai eus aussi de gauche à droite, je pense que la plupart des sociétés qui sont passés par IADL pour recruter des profils idoines aux postes qu'ils recherchaient, je pense que la plupart des employeurs sont satisfaits aujourd'hui. Un rendez-vous qu'aucun des participants n'aurait souhaité rater, une marque d'encouragement et de fierté partagée. Écoutez, moi j'ai été extrêmement honoré de pouvoir participer à cette présentation. Mais ma présence également, c'était pour marquer l'encouragement à l'égard notamment des PME du Gabon et aussi dire un message d'encouragement pour que notamment qu'elles occupent l'espace parce qu'il y a des opportunités pour la créativité gabonaise. Ce soir on a eu effectivement le témoignage puisqu'il s'agissait de célébrer 10 ans de présence. Alors, mais ce qu'il faut retenir aussi de la rencontre aujourd'hui, c'est que c'est l'effort, la persévérance également, et eux aussi, la recherche notamment de la performance également, qui sont les seuls garants de la pérennité, de la prospérité. Le 25 novembre dernier était à l'honneur 10 ans d'efforts consentis, 10 ans que les professionnels du recrutement comptent maintenir au top des standards de qualité et de rigueur. De retour sur le plateau Sunset, nous sommes toujours en présence de M. James Olah, Monsieur James Olah, qui est fondateur et directeur associé de IADL, Institut africain de développement du leadership. Merci Monsieur Olah, nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau de Sunset. Alors Monsieur Olah, comme je le disais au tout début, vous allez nous parler effectivement de ce cabinet. Et oui, 2005, la création du cabinet IADL. Mais avant cela, 1998, une année marquante, véritablement. Vous avez eu une idée, et c'est peu de dire, une idée lumineuse, celle de vouloir créer un cabinet dédié effectivement
à accompagner, ou en tout cas visant à accompagner les jeunes, ou peut-être même les moins jeunes, ou en tout cas toute une génération, en tout cas, même aussi des structures telles que des entreprises et autres. Alors, parlez-nous un peu de cette année 98, cette idée. Merci de me recevoir sur votre plateau. J'ai effectivement eu l'opportunité, avant de créer mon cabinet, de travailler dans un grand groupe international. Et ce groupe m'a permis de travailler à Londres. Donc en 98, je travaillais en Angleterre. Et j'ai eu cette idée de créer un cabinet de ressources humaines, que j'ai appelé d'ailleurs IADL. C'était en 98. Et quand je suis parti de Londres en 99, je suis revenu au Gabon. Et puis un an après, je suis parti dans un autre poste, toujours dans ce groupe, et j'étais basé à Abidjan, en Afrique de l'Ouest. Puis après, j'ai eu un autre poste où je m'occupais des problèmes de ressources humaines au niveau continental, au niveau de l'Afrique. Et c'est à ce moment-là que j'étais convaincu qu'il fallait que je crée quelque chose maintenant et que ce nom que j'avais eu à Londres en 1998 avait son sens. Dans cette société pétrolière, pour ne pas la citer, Shell, j'étais donc directeur Afrique, tout ce qui est politique et stratégie ressources humaines. Et je me suis dit, le nom que j'ai eu en 1998 à Londres se justifie. C'est comme ça que j'ai créé en 2005, au Gabon, mon pays, où j'ai créé donc ce cabinet qui s'appelle IADL et qui est présent depuis 10 ans. Depuis 10 ans, effectivement, comme on a vu le reportage, vous avez célébré les 10 ans, c'était mercredi 25 dernier, donc du mois de novembre. Voilà. On peut même applaudir, parce que, on peut applaudir, 10 ans pour un cabinet tel que le vôtre. Alors, effectivement, 10 ans, la création de IADL, mais vous avez un thème qui vous tient tout particulièrement à cœur, c'est celui de la formation. Et pas des moindres, la formation des jeunes, c'est bien ça? Absolument, oui. Disons que IADL s'adresse principalement aux entreprises, pour pouvoir effectivement les accompagner dans le développement de leur capital humain, pour pouvoir également les accompagner dans le recrutement, la sélection de leurs employés. Et ça, nous le faisons depuis 10 ans. Et je pense à la satisfaction de beaucoup de nos clients, que nous appelons plutôt partenaires. Il y a maintenant 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux jeunes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des salariés, qui sont dans les écoles, à l'université. Et j'ai commencé également à écrire des ouvrages. Et je veux dire, en écrivant ces ouvrages, je pensais beaucoup aux jeunes, en fait, parce qu'ils ont besoin d'avoir cette culture managériale, cette culture entrepreneuriale, que malheureusement, ils ne reçoivent pas toujours dans les instituts de formation, parce que les curricula ne sont peut-être pas forcément adaptés. Donc j'ai commencé à écrire. En 2013, j'ai écrit un livre sur le management, pour partager de façon tout à fait simple mon expérience. J'ai écrit ensuite un livre sur le leadership. Donc j'ai voulu écrire 2 livres, un sur le management et l'autre sur le leadership, pour bien montrer que c'était différent. Et j'ai écrit un 3e livre qui est paru au mois d'octobre sur la gestion du temps. Oui, nous allons l'aborder. Nous allons l'aborder. Donc depuis 3 ans, les jeunes sont vraiment, pour moi, une priorité. Je me suis aussi rendu compte, en donnant des cours à des étudiants de licence, de master 2, qu'ils découvraient pour la première fois le management, qu'ils n'avaient à peine entendu parler de l'entreprise. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, il faut absolument que je puisse faire quelque chose pour partager non seulement aux étudiants, mais aussi, je dirais, aux élèves des lycées et collèges, très tôt dans leur parcours, ces expériences-là qui vont probablement les aider dans leur choix, par exemple, de carrière, ou les préparer déjà à ce qui les attend après. Donc les jeunes sont, depuis 3 ans, les entreprises restent mes partenaires, bien sûr, mais les jeunes sont pour moi une priorité en termes de développement. Mais, monsieur Ola... Excusez-moi, monsieur Ola, mais quand vous parlez de jeunes, dans quelle tranche d'âge se situe? Parce que c'est assez vague. Oui. Bon, moi, je pense déjà aux jeunes qui sont au collège. Je veux dire, en fin de premier cycle, 3e, 14, 15 ans, avant qu'ils entament le lycée, je pense que ces jeunes-là, il faut déjà les prendre en main. Pour moi, c'est déjà même un peu tard, en fait. Mais si on peut commencer déjà avec ces jeunes-là qui ont 14, 15, 16 ans, leur parler de l'entreprise. Parce qu'en fait, le problème que j'ai constaté, c'est qu'on a un chômage quand même massif des jeunes, y compris des jeunes diplômés.
Dans certains pays, ça touche les 30%. Et malheureusement, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'on ne peut plus recruter les jeunes dans la fonction publique. Les entreprises aussi recrutent de moins en moins. La crise, les difficultés. Alors, on essaie de présenter un peu l'entrepreneuriat comme la panacée, comme ce qui va régler tous nos problèmes. Oui, exactement. Je voulais justement aborder ce point-là, parce que pour le coup, si on parle du cas du Gabon, où effectivement il y a pas mal de forums sur l'entrepreneuriat, il y a même des concours qui se font, mais ne sommes-nous pas en train de mettre la charrue avant les bœufs, selon vous? Bon, disons que ce qui est en train de se faire, c'est une bonne chose, parce que on est confronté à une situation où on a des jeunes qui sont là, qui sont désœuvrés, donc on essaie de trouver des solutions, mais ce sont des solutions de court terme. Ce sont des solutions pour parer un peu au plus pressé. Et vous savez, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'entreprise, pendant toute sa formation, il arrive sur le marché, il a 25 ans, les portes de l'emploi salarié lui sont fermées, et puis là, on lui sort la baguette magique, on va faire de vous un entrepreneur, créer votre emploi. Ça ne marche pas sur le long terme. Et je pense que ce que nos États font, c'est un effort pour essayer de répondre à une crise, à une situation vraiment de crise. Parce que l'emploi des jeunes, aujourd'hui, est une préoccupation qui est continentale. Elle n'est pas seulement dans notre pays, au Gabon. Vous allez partout en Afrique, vous avez ce problème-là. Et donc, ils ont trouvé cette ficelle maintenant de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai dit, c'est bien, mais il faut commencer plus tôt. Il faudrait que le jeune homme qui a 14-15 ans, pendant toute sa scolarité, entende parler régulièrement de l'entreprise, de façon que quand il arrive sur le marché du travail, avec en majuscule du travail, mais il puisse s'y insérer beaucoup plus facilement, soit comme salarié ou comme entrepreneur. Alors pour le coup, c'est véritablement un problème donc d'orientation. C'est un problème d'orientation, Bah oui, tout à fait. Parce que pour le coup, lorsqu'on finit, je ne sais pas, quand on arrive à la classe même de 3e, après, on se pose la question, où va-t-on aller? Oui. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Et alors, pour le coup, il faudrait effectivement des conseils d'orientation pour peut-être déjà cibler ce que les jeunes voudraient faire. Oui, tout à fait. Bon, il y a des conseils d'orientation qui existent dans pratiquement tous les grands établissements. Mais moi, je pense que, pour revenir au problème de l'entrepreneuriat, par exemple, je ne pense pas qu'on crée des entrepreneurs, que ce soit une génération spontanée. Je ne pense pas que les gens arrivent à 24-25 ans et qui butent devant le mur de l'emploi, et puis on dit, ben voilà, on va faire de vous des entrepreneurs. L'idée est bonne, mais c'est un pis-aller. L'idée est bonne, mais ce sont des gens qui vont être à la tête d'entreprises mornées, si je peux dire. Parce que ces personnes manqueront de culture managériale, manqueront de culture entrepreneuriale, manqueront de culture industrielle, non pas parce qu'ils sont idiots, pas du tout, mais parce qu'ils n'ont absolument jamais Ouais, ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas de code. Pas les réflexes. Ils n'ont pas de réflexes. Bon, on va leur donner quelques séminaires, par-ci, par-là, bon, voilà, et puis on pense qu'on va en faire des entrepreneurs. Et je pense que ce qu'il faut, c'est un peu mon cheval de bataille maintenant, ce qu'il faut, c'est commencer à avoir le courage de remettre un peu à plat et de remettre aussi un peu en cause nos curricula. Je suis d'accord avec vous, M. Ola. Alors, que propose le cabinet IADL concrètement pour pouvoir pallier à cette situation? Oh, le cabinet IADL est un petit cabinet. Il n'a pas l'ambition d'avoir une réponse globale. Ce que je pense, parce que c'est notre domaine, nous allons commencer à organiser. Aujourd'hui, je donne des formations à l'université, à des étudiants sur le management, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pour cela que nous allons mettre en place, à partir de l'année prochaine, ce que j'appelle les masterclass, qui seront des sessions de formation de masse, où je vais partager avec moi et d'autres personnes qui voudront bien s'associer à cette exaltante aventure, partager en tant que professionnel. Je vais m'adresser à des professionnels qui sont intéressés par ce projet, pour qu'on puisse effectivement partager pendant des masterclass, aussi bien à des professionnels qu'à des jeunes, justement, ce que nous savons sur l'entreprise, ce que nous savons sur l'entrepreneuriat, des jeunes qui ont 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ainsi de suite, et on va le faire de façon récurrente. Et si on peut, à la suite des masterclass, avoir dans l'emploi du temps de ces jeunes-là, dans leur cursus scolaire, vous savez, quand je donne des cours à l'université, c'est quelques heures. Les étudiants qui, 2 ou 3 mois après, vont aller sur le marché du travail, qu'est-ce qu'ils ont? Il n'y a rien dans leur ADN qui les incite à être entrepreneurs. Il n'y a rien dans leur ADN qui leur donne une culture managériale. Donc, concrètement, pour répondre à votre question, dès le mois de février, on va lancer des masterclass ouvertes à des étudiants, ouvertes à des jeunes, et ce sera, pour la plupart,
des masterclass gratuites. Trop bien, c'est une belle initiative. Bravo, Monsieur Ola. Alors, Monsieur Ola, tout à l'heure, nous avons lancé donc un reportage sur les 10 ans. Eh oui, les 10 ans du cabinet. Cela fait déjà 10 ans que IADL, donc Institut africain de développement du leadership. Merci, existe. Ça fait déjà 10 ans. Alors, racontez, toi, tu y étais, c'était dans la Chambre de commerce le 25 novembre dernier. Alors, racontez-nous un peu cette aventure. Eh oui, c'est quand même fou, 10 ans alors. Ah oui, c'est une sacrée aventure. Oui, pour moi, c'était une présentation claire et concise des avancées significatives de l'agence, pardon, du cabinet. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est en ces 10 ans-là, parce que 10 ans aujourd'hui, mais il y a eu quand même plus ou moins des difficultés. J'imagine que ces entreprises-là n'étaient pas d'emblée intéressées à l'idée de booster leur activité, de booster leur performance. Comment est-ce que IADL a fait pour se freiner un petit chemin dans ce monde aussi difficile qu'est les entreprises aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Bon, disons qu'il y a 10 ans, c'était en 2005, donc des cabinets de ressources humaines au Gabon, il n'y en avait pas beaucoup. Et généralement, ceux qui étaient là faisaient plutôt de la prestation de mise à disposition du personnel. Le cabinet IADL ne fait pas ça, on fait du conseil dans le recrutement, on fait de la formation et également de l'audit en ressources humaines. Donc nous sommes vraiment des professionnels des ressources humaines. Donc, pour répondre à votre question, je suis venu sur ce marché avec une expérience que j'ai eue en entreprise. Mais la difficulté première qu'on rencontre dans ce genre d'environnement, c'est que quand je suis allé voir certaines entreprises pour leur dire, voilà, IADL se met en place et tout ça, on a besoin de vous pour qu'on puisse fonctionner, il y a certaines entreprises qui m'ont reçu gentiment et qui m'ont dit, monsieur Ola, vous avez déjà travaillé pour qui? Alors tout de suite, je dis, vous savez, j'ai près de 20 ans d'expérience, je travaille dans un groupe international. Il me dit, oui, tout ça c'est... Mais en tant que consultant, vous avez travaillé pour qui? C'était une question juste. Oui. Et je lui ai dit, j'ai encore travaillé pour personne. Alors il me dit, bon écoutez, il n'y a pas de problème. Commencez, on va vous suivre. Donc vous voyez que ce n'est pas facile de gagner la confiance des gens. Bien sûr. Et donc il y a certaines personnes, il y a certaines sociétés qui sont aussi habituées à utiliser des cabinets, des consultants, notamment des filiales de multinationales, qui ont commencé à utiliser les services de IADL. C'est comme ça que ça a commencé, doucement, progressivement. On a fait beaucoup de formations, du recrutement, et on s'est frayé comme ça notre chemin. Mais les débuts étaient assez difficiles. Aujourd'hui, on parle d'IADL au Gabon, mais il y a également une représentation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je pense. Tout à fait. IADL Mali à Bamako, voilà. Qui est également créé en octobre 2005. Donc, IADL Gabon a été créé plutôt en début d'année, en février, et IADL Mali, on l'a mis en place en octobre. Et donc, il couvre le Mali et l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'aimerais savoir, monsieur Ola, un pari sur l'avenir, votre slogan. 10 ans après, est-il toujours d'actualité? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, quand vous avez passé 10 ans, vous pouvez... Et moi, mon pari sur l'avenir, c'est vraiment, il est évident, il est vraiment là. Je suis en plein parce que vraiment, je parie sur la jeunesse. Pour moi, aujourd'hui, je dirais, je travaille pour les jeunes. Parce que je me dis que si nous qui avons une certaine expérience, nous qui avons eu la possibilité de travailler dans des structures internationales, d'avoir appris les standards internationaux, si nous ne transmettons pas, c'est ce que je commence à faire avec mes livres, si nous ne transmettons pas par nos livres, par nos séminaires, par tout ce qu'on peut faire à ces jeunes, j'ai peur, mais on va assister à un suicide du capital humain de l'Afrique. Parce que tous ces jeunes qui s'embarquent dans des rafios pour malheureusement se donner la mort dans la Méditerranée, parce qu'ils n'ont pas de perspective, parce que la plupart de ces jeunes qui partent ne sont pas forcément des personnes qui n'ont pas de formation. Il y en a qui sont diplômés. Ah ouais. Ils ne voient aucune perspective. Donc moi, je suis vraiment pour qu'on remette à plat le système d'éducation, de formation que nous avons hérité depuis les temps anciens. Il faut que nos professionnels de l'éducation aient le courage de se poser les bonnes questions et d'apporter les bonnes réponses. On ne peut plus continuer à former des gens qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont aucune perspective. Et maintenant, on va encore retomber dans un autre piège. On va nous rabâcher à longueur d'année l'entrepreneuriat. Moi, je sais que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une génération spontanée. Donc, il faut former. Donc, moi, je vais pour la formation
à la base. Il faut former les jeunes, il faut leur donner une culture. Mais encore faudrait-il que la formation que l'on dispense véritablement dans les écoles soit en adéquation avec le marché. Mais je veux vous dire, la sempiternelle inadéquation formation-emploi, l'une des causes de cela, c'est que nous avons un système où l'échec scolaire est criard. Nous avons un système où beaucoup de jeunes sortent du système éducatif, si je peux dire, sans aucun diplôme, sans aucune référence. Pourquoi cela se passe? Parce que nous sommes restés toujours à sélectionner nos enfants sur la base de deux formes ou deux types d'intelligence. L'intelligence verbale et logico-mathématique. C'est tout. Si tu ne parles pas bien, si tu ne t'exprimes pas bien, ou si tu es un peu nul en maths, tu es nul. Mais il y a 8 types d'intelligence. Bien sûr. Il y en a 8. Pourquoi on ne serait pas, nous, de mettre en avant, justement, toutes ces formes d'intelligence et sélectionner nos enfants, donner à nos enfants, parce qu'ils ont tous le potentiel, ces enfants-là. Donner à nos enfants celui qui va être... Vous vous rendez compte, quand vous voulez être musicien, vous savez qu'il y a une intelligence qu'on appelle l'intelligence musicale. C'est une intelligence, exactement comme l'intelligence verbale. Pourquoi quand votre fils arrive à la maison et vous dit « Papa, je vais être... mais j'ai besoin de l'eau. » Vous voulez... Voilà, je sais pas. Je vais être musicien. Vous vous fâchez parce que vous estimez qu'il n'est pas suffisamment intelligent. Si on est intelligent, on ne fait pas de la musique. Je pense que moi, j'ai dit non. C'est culturel aussi. C'est très, très, très culturel. Je pense qu'il faut changer les habitudes, changer vraiment les mentalités. Et ça doit commencer très tôt. Exactement. Ça a commencé très tôt. Bah écoutez, on a bien compris. Alors, mon cher monsieur Ola, eh oui, nous allons aborder aussi la question donc du leadership. Voilà, vous l'avez évoqué très rapidement, mais le leadership, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup du leadership. Alors, qu'est-ce que c'est? Avons-nous tous un leadership en nous? C'est une vraie question, finalement. Eh oui. Oui, bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Les points de vue sont bien évidemment discutables. Le mien, c'est que tout le monde a le potentiel de leadership. Pour moi, un leader, c'est un homme ou une femme responsable. C'est un homme qui assume ses responsabilités. Et nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Donc, il y a des personnes qui vont développer ça et qui vont vraiment développer leur leadership. Puis il y en a d'autres pour différentes raisons. Ça peut être des raisons culturelles, l'environnement qui n'est pas non plus très positif à les accompagner. Ils ne vont pas développer leur leadership. Ils vont rester ce que j'appelle des suiveurs. Mais nous sommes tous équipés pour le leadership. Alors pour vous, quelle est la différence entre un chef et un leader? Ah oui, ça c'est une bonne question, ça, j'y avais pas pensé. Alors un chef, je dirais qu'un chef, il est probablement désigné, il est nommé, il est, comme diraient peut-être les Anglais, appointé. Il est le chef de service. Le leader, il n'a pas besoin d'être désigné, appointé, nommé. Il émerge. Et il émerge aussi souvent avec le soutien des autres, qui reconnaissent en lui quelqu'un qui peut défendre une cause, quelqu'un qui peut les défendre. Donc c'est la différence que je fais entre les deux. Le chef, il est nommé, et le leader, il émerge. Et sa personnalité, son caractère jouent un grand rôle. Oui, je pense qu'être leader, c'est peut-être aussi, ça relève peut-être d'un état d'esprit, peut-être, ou bien oui, bien sûr. Ça ne découle pas d'un état d'esprit? Oui, bien sûr. Oui, il faut avoir envie, il faut avoir la volonté de prendre aussi des risques, hein, parce que le leadership, il y a une dose de courage, de pouvoir peut-être aussi se retrouver seul, parce que vous avez des points de vue que vous pouvez défendre, vous avez une cause que vous défendez. Vous savez, si vous n'avez pas du courage, si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, vous ne pourrez jamais être dans une fonction de leader aussi. Donc il y a un état d'esprit, effectivement, aussi, qui entre en ligne de compte. Et il y a ce livre, La gestion du temps. La gestion du temps, aux éditions Le Gentil Normand. Eh oui, c'est le dernier opus, hein, votre œuvre. Eh oui, La gestion du temps. 30 jours pour changer votre vie, de James Ola, aux éditions, je le disais, Le Gentil Normand. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Le temps. Avons-nous une emprise sur le temps, monsieur Ola? Non, on n'a pas une emprise sur le temps. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le gérer. On peut voir comment l'utiliser au maximum et surtout faire l'essentiel que nous avons à faire pendant que le temps passe, parce qu'on ne peut pas l'arrêter, le temps. Hein. C'est le temps qui nous arrête, malheureusement, mais on ne peut pas nous l'arrêter. Donc il faut le gérer au mieux, il faut pouvoir occuper ce temps qu'on a. On ne sait pas combien de temps on va avoir ici. Occuper ce temps à faire des choses qui sont vraiment importantes.
D'accord. Roger le disait tout à l'heure, c'était votre 3e œuvre. On voit tout de suite un certain cheminement également avec le premier, le management. Vous me rappelez le titre? Oui, le management. Le Et le deuxième, c'est le leadership expliqué autrement. Et là, la gestion du temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce qui vous a poussé en fait à mettre en œuvre au départ le management et ensuite le leadership et après la gestion du temps? C'est vraiment, on sent tout un cheminement, mais j'aimerais bien que vous nous le rappeliez en fait. Et sans mauvais jeu de mots, c'est presque chronologique. Voilà. voilà. Oui, c'est un bon jeu de mots. Plutôt. Non, en fait, oui, vous avez vraiment vu ce que je suis en train de faire. Je pense que tout le monde fait du management. Okay? Le management, c'est simple, hein, c'est des choses très simples. C'est planifier, organiser, diriger, contrôler. Hein. Ce sont vraiment les 4 processus clés du management. Et tout le monde, ma mère à la maison fait du management. Hein. Elle planifie ce qu'elle va acheter, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment... Sauf qu'il y en a qui en ont fait un métier. Hein. Voilà, donc on les appelle des managers. Mais nous sommes tous des managers. Sauf qu'il y a des professionnels qui font ça. Ça, c'est la première chose. Donc j'ai voulu un peu dire à tout le monde qu'il soit conscient, qu'il fait des choses. Une des choses, par exemple, qui souvent nous fait défaut, c'est qu'on a tendance à, quand vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils vont dire donnez-nous les moyens. Donnez-nous les moyens, vous allez voir. Pour faire quoi? Non, mais donnez les moyens. Donc on va déjà dans la phase d'organisation, c'est-à-dire l'organisation des moyens, mais on ne passe pas suffisamment de temps dans la partie planification, objectif, stratégie. Et en sortant ce livre, j'ai voulu insister pour que les gens comprennent qu'avant de demander des moyens pour aller je ne sais où, il faut quand même passer un peu de temps dans la planification, dans la stratégie. Et ça, c'est vrai qu'on ne le fait pas assez. Bon, donc, j'en parle dans le management et j'en parle aussi dans... Alors, j'ai sorti le 2e ouvrage sur le leadership parce qu'on les confond souvent, le leadership et le management. Donc, le management, je dirais, c'est beaucoup plus technique. Le leadership, c'est beaucoup plus personnel. Ce sont des qualités personnelles. Donc, j'ai voulu vraiment faire ressortir les deux, mais ils se complètent. Ils ne sont pas en contradiction, ils se complètent. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, on attend que les gens soient des managers leaders. Hein, c'est-à-dire soient capables d'être techniquement bons, mais aussi capables de mobiliser les ressources humaines, de motiver les gens. Ça, c'est vraiment le travail du leader. Et la gestion du temps, c'est que vous ne pouvez pas faire les deux premières activités que j'ai mentionnées, le management leadership, sans être vraiment un bon gestionnaire de votre temps. En 30 jours. Oui, en 30 jours. Parce qu'en fait, c'est... La gestion du temps, je l'ai mis en 30 jours parce que si on veut changer une habitude, par exemple une mauvaise habitude par une bonne, les psychologues ont fait des études qui ont démontré que 3 semaines suffisent. En fait, c'est quoi une habitude? C'est la répétition d'une action. C'est comme un peu la méthode Coué. Voilà, c'est la répétition d'une action. Si vous répétez une action pendant 3 semaines, elle devient une habitude. Donc, je me suis dit, alors j'ai donné 30 jours, hein, un mois, et ce livre, il est aussi écrit en semaines. C'est-à-dire, première semaine, vous pouvez faire ça, deuxième semaine, ainsi de suite. Donc, si vous le lisez et que vous mettez en pratique ce que je suggère là-dedans, vous devrez quand même, peut-être pas changer totalement votre vie, mais vous devez quand même avoir un début d'amélioration. D'amélioration, voilà, c'est le mot. Très bien. La gestion du temps de James Olah aux éditions Le Gentil Normand. Monsieur Olah, vous restez avec nous. Nous allons passer effectivement à lifestyle. Mais avant de ça, vous êtes un fin gastronome, monsieur Olah? Oui, tout à fait. Épicurien? Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Écoutez, on va faire la connaissance. Effectivement, on va découvrir ce jeune chef. Eh oui, on regarde et on revient tout de suite après. Et oui, donc là, on parlait de gastronomie, et oui, et c'est peu de le dire, car là, nous avons, là, ce que vous voyez donc durant donc, le reportage, c'est Loïc Dablé. Et oui, un gastronome. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce monsieur? Il a de particulier ce jeune homme, ce jeune gastronome, ce jeune chef, c'est qu'il est déjà franco-ivoirien, donc on ne va pas bouder notre plaisir, c'est un fils du continent quelque part, mais vous savez, les plats que nous faisaient nos grands-mères, nos mamans, et oui, et là, il a réussi à les faire découvrir, à les revisiter façon gastronomie, et oui, dans les plus grands restaurants parisiens. Et pour ça, ça force le respect, on peut l'applaudir. Il est exceptionnel. Il a un style particulier parce qu'il est tatoué, il a une boucle d'oreille, il est jeune,
Il est beau gosse, hein, n'est-ce pas, ma chère Jess? Ah oui, ça t'a pas échappé, ça. Puis j'ai eu l'occasion de le découvrir dans l'émission Star Chef, Oui. tournée au Gabon. Lui, il était membre du jury. Franchement, Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il te donne carrément En plus envie de d'être, passer à table. Hein. franchement, en plus d'être beau gosse, il est très fort. Il est? Très bon. Ah oui, il est très bon. Je l'ai pas goûté, mais bon. Ah d'accord, vous avez... Oh, vendredi, ça va être chaud ce soir. Incroyable. Alors, monsieur Ola, merci déjà pour la dédicace, monsieur Ola. C'est très gentil sur la gestion du temps. Sur la gestion du temps, je vais le dire ça tout à l'heure. Merci. Alors, monsieur Ola, fin gastronome alors. Oui, tout à fait. Oui. La gastronomie de notre pays. De notre pays. Ouais. Alors, quel plat a bercé votre enfance et continue à le faire peut-être? Alors, j'aime bien le poulet au Niemboué. Poulet au Niemboué? J'aime bien le Dika, comme on appelle. Ouais, le chocolat indigène. Enfin, je ne sais pas pourquoi on l'appelle indigène, mais je l'appelle le Dika. Le Dika, c'est très joli. Hein. Et puis, il y a un plat que j'aime beaucoup, c'est le koumou du Haut-Togo. D'accord. Moi, j'appelle ça la pelouse. J'aime ça. Ouais. Ah, j'aime ça. Oh là là, là c'est un voyage déjà. Voilà, mais c'est accompagné de quoi? Parce que c'est bien beau. Parfois, oui, on fait ça avec de l'huile de palme et puis parfois du poisson. Oui, mais comme accompagnement, oui, c'est ça? Bon, oui, je peux manger ça avec du manioc, de la banane, bien avec le manioc teke ou... Oui, bien sûr, le manioc teke, c'est mieux de manger ça. Là, vous avez la totale. Là. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien ce plat-là. On ne change pas d'équipe qui gagne. Il paraît que cette nourriture, maintenant, c'est plutôt la nourriture des éléphants. Et donc, cueillir du koumou devient maintenant un problème. Alors, je vais être malheureux, là. Aïe, 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 c'est incroyable. Et toi, ma chère Rona? Déjà que moi, je suis lacto-végétarienne, je suis vraiment pour tout ce qui est légumes. Ah, okay. Ah d'accord. Donc, tu découvres, hein? Ah, je découvre. Ça t'étonne, hein? Oh, tu sais. Un tout petit peu. Non, toujours avec vous, de toute façon. Hein, il y a toujours des petites surprises. Alors, Loïc Dablé, eh oui, il fait véritablement partie d'une Afrique qui gagne. C'est la fierté, eh oui, du continent, avoir permis effectivement de faire de nos plats traditionnels, l'ériger au rang de gastronomie. Je trouve ça formidable et on peut l'applaudir. On va passer donc à l'Afrique autrement, ma chère Rona. Et dans l'Afrique autrement, tu vas nous parler des Nana Bands. Alors, nous allons garder cette atmosphère de salle de cours et vous connaissez sûrement, pour l'enseignement en fait, donc vous connaissez sûrement cet adage africain qui dit pour connaître d'où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Alors, on fera un cours d'histoire sur les pionnières de l'entrepreneuriat féminin dans les années 60, 70, 80 avec les Nana Bands du Togo. Très bien, je te laisse entrer. Tout de suite, les Nana Bands. Ça, je ne peux pas vous mentir, c'est les Nana Bands qui ont fait le Togo. Bon, on peut dire qu'avant, quand on parle de Nana Bands, avant, c'était des femmes très grosses, des teints dépigmentés, avec des bands aussi, avec des voitures aussi. Donc le pagne, c'est en quelque sorte la vie d'une femme en Afrique. Nos jours, pour une grande vente, à l'époque en CFA, dans les 200-300 millions par jour. Une femme africaine qui n'aime pas le pagne. Franchement, je peux dire que ce n'est pas une vraie femme africaine. Ça, c'est sûr. Parce que le pagne fait partie de notre histoire. Le pagne fait partie de notre vie. C'est comme une partie de nous-mêmes. Ils ont fait leur temps, elles sont parties, mais à nous maintenant de faire avancer les choses. De retour sur le plateau Sunset, alors, ma chère Rona, c'est Nana Bands. Alors, nous avons fait un cap sur les années 60 avec les Nana Bands. Ah, véritablement, oui. N'est-ce pas? Alors, les Nana Bands, ce sont des femmes qui, dans les années 60, 70, 80, ont fait fortune en commercialisant le pagne africain, en commercialisant surtout le wax hollandais, le super wax. Dans le marché d'Adoualato, c'est au Togo. Donc, le marché central du Togo, on les reconnaissait par leur forme généreuse et surtout, elles conduisaient des voitures, des berlines allemandes, Mercedes-Benz, okay, d'où le surnom Nana Bands. Voilà, ok. Voilà. Donc, quel est l'intérêt du sujet? Pourquoi on parlait? On en parle pour ne pas oublier ce qu'elles ont eu à faire pour l'économie
du Togo, parce qu'elle ramenait quand même 40% du PIB africain avec combien 25 000 voire 40 000 millions de francs CFA par mois selon des enquêtes très sérieuses. Donc tout cela autour du marché d'Adualato au Togo, où elle faisait la plupart du continent, enfin de la partie ouest africaine en fait, du continent africain, où elle vendait leur pagne à des Nigérianes, des Togolaises, des Ivoiriennes. Donc toutes se retrouvaient dans ce lieu mythique pour le pagne en Afrique de l'Ouest. Et ma chère Rona, que devient-elle? Y a-t-il une relève? Une relève, la relève est en cours, bien évidemment. On parle aujourd'hui des nanettes. Ah. Des nanettes, voilà. Des nanettes, voilà, mais il faut dire que les Nana Bands ont un statut vraiment très élevé. Et pour cela, pour les suivre, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive plus vraiment à les suivre? Eh bien, c'est parce qu'elles ont dû faire face, comme tout le monde en Afrique, à la dévaluation, au temps, et surtout à l'entrée des Chinois. En fait. Oui, à la mondialisation. À la mondialisation, voilà. Voilà. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, toi qui arbores aussi le pagne. Justement, j'allais dire, voilà. c'est très intéressant. Moi qui suis une amoureuse du pagne, vraiment c'est très bien, elles sont à féliciter, les Nana Bands. Les Nana Bands, n'est-ce pas? C'est vrai qu'en 1965, parce qu'elles avaient également une certaine implication sociale, en 1965, elles ont mis en place une association, l'association des revendeuses de pagne, donc qui regroupait l'ensemble des Nana Bands pour pouvoir justement se soutenir pour faire face notamment à l'adversité, en fait, aux adversaires chinois qui vraiment s'impliquaient un peu trop dans le marché, en fait. Voilà. D'accord. Monsieur Ola, adepte du pagne, de chemise? Oui, j'avais d'ailleurs une chemise en panière. Ouais. J'aime bien le pagne. D'accord. Ouais. Vous aimez aussi le pagne chez la femme? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Très traditionnel? Oui. Hein? Quand je vais à Kinshasa, je suis très heureux. D'accord. Ah oui, Kinabel, n'est-ce pas? Ouais. Très bien. Merci, Rona. Alors, ma chère Jess, tu vas nous parler d'un sportif. Mais avant, Roger, j'aimerais savoir si Monsieur Ola pratique un sport ou quel est votre sport favori? Oui, je pratiquais de façon... Non, mais je pratiquais un peu de golf, du tennis, mais il y a quelques années quand même. Là, je marche. Il a un sacré swing, il paraît. C'est les échos, hein, les bruits de couloir. Mais comme je ne suis pas homme à écouter les bruits de couloir, Monsieur Ola, vous confirmez votre swing? Je confirme. Très bien. Il est un peu rouillé maintenant. Merci. Et si on passait à un peu de musique, on va passer donc au quiz musique. Musique quiz. Je compte sur vous. Musique quiz. Alors, petit rappel des règles, surtout pour Monsieur Ola. Vous allez entendre la musique, hein, chanson, retentir. À vous de deviner le chanteur, soit le titre de la chanson. C'est très simple. Ah, il manque quelqu'un. Eh oui. Ah oui, sinon il y a une sorte de déséquilibre. Non, tu ne seras pas seul bien longtemps. Il y a notre ami Ben Coco, et oui, celui, Monsieur Lumière, et bien d'autres choses. Ben Coco, s'il te plaît, on peut l'applaudir. Ben Coco qui éclaire ce plateau avec ses assistants. Voilà, salut Ben, comment tu vas? Oui, ça va. Oh, tu peux me tutoyer, s'il te plaît? Merci. Alors, je pense qu'on peut commencer. Tout le monde est prêt? Ah, juste une consigne, il faut taper. Tapez pas trop fort. Hein. Le 25, c'est dans quelques semaines, hein, le Père Noël. Merci. Ah, c'est pas dit qu'il nous achète une nouvelle table. Hein. Alors, calmez-vous. On y va. La régie, je pense, tout le monde est prêt. C'est parti. Attendez, moi, je prends mes petits papiers. C'est parti. On y va. Nadège Badou. Il faut taper. Nadège Badou. Bravo. Mais écoutez, quand je donne des explications, vous ne comprenez pas? Il faut taper. 1-0 Nadège Badou. Silence, vous l'avez entendu. On garde le silence, on écoute. C'est parti, deuxième titre. Magnifique. Oui. Laissez couler, s'il vous plaît. Et oui, le titre, c'est Oulé. On va du côté des îles, s'il vous plaît. Un gros bisou hein, à la famille Hubert. Merci. Troisième titre. Alors là...
vous plaît. Tous les jours, tous les soirs. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Every day, every night. Magnifique, tous les jours, tous les soirs. Oui, notre Jess s'endort. Oui. Voilà, donc c'est 2-1. C'est parfait. 4e titre. On revient du côté d'Afrique. Oh oui, Flavor, bravo. Eh oui, du coup, hein, on est toujours dans les saveurs. Et oui, il a été question de Loïc Deblé, le gastronome. Eh oui, Flavor, saveur. Eh oui, noix, baby, 3-1. Réveillez-vous. Ouais. S'il vous plaît, monsieur Ola. Je crois que c'est 5e titre. Oui, magnifique. Hey Yo featuring Taiga, effectivement Chris Brown. On laisse couler un tout petit peu. Ah oui, grand moment. C'est vendredi. Sunset. Oh oui, grand moment en présence, en compagnie de monsieur Ola, s'il vous plaît. Wouh! 3, 2, 6e titre. Ça, c'est souvenir. Magnifique! Je veux le suspense et je l'ai. On laisse couler. Ah oui, rendez-vous. Oh, grand moment. Ah oui, grand moment. 3 partout. Magnifique. Ah, j'attendais ce moment-là. 3 partout. Silence plateau, comme dirait Randy. Si tu nous regardes, Randy. Eh oui, on te fait des coucous, des bisous. Tout en haut. Fali Poupa. Ah oui, personne n'a gagné. Bravo. En même temps, c'est la première fois depuis que Sunset existe. En même temps. Bravo. Bravo à l'équipe de Ben et de Jess, ainsi que l'équipe de Monsieur Ola et de Rona. Bravo encore. Merci. Ah, j'entends le son de la semaine, ce qui sonne le glas. Et oui, la fin de notre émission. Le temps pour moi de remercier et d'adresser un grand merci à notre invité, James Ola, fondateur de IADL, Institut africain du développement du leadership. Merci à Rona et Jessica, ainsi qu'à Ben Coco, mais également à l'ensemble des équipes techniques. Merci à tous. Merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, la télé c'est connu. À la semaine prochaine. Merci, monsieur Ola. Merci. Come to river. I will come to river. I will come to river. Wash my soul. I will come to river. Wash my soul. I will come to river. Wash my soul again.